Béatrice Castille serrait les bretelles de son cartable délavé en traversant les couloirs animés du lycée Evergreen Valley à Sacramento, en Californie. Sa silhouette mince se faufilait avec précaution parmi les flots d'élèves, ses yeux noisettes rivés sur le sol carrelé lustré. Du haut de son mètre 57, avec son teint hâlé et ses grosses lunettes qui glissaient constamment sur l'arête de son nez, elle avait maîtrisé l'art de se fondre dans le décor pendant ses 4 mois dans cet établissement. Ses parents avaient déménagé d'un village pittoresque de l'Oregon après que sa mère ait trouvé un emploi dans une boulangerie du quartier et s'adapter à l'immense population étudiante de près de 3000 s'était avéré plus difficile que prévu. La lumière matinale se déversait à travers les larges baies vitrées, tandis que Béatrice se dirigeait vers son casier, situé dans la redoutée section des terminales où les élèves de dernière année se rassemblaient comme des loups dominants. Elle gardait le regard baissé dans l'intention d'éviter l'attention de Jean Dujardin et de sa bande. Jean incarnait tout ce que Béatrice n'était pas. Grand, aux cheveux châtains, pivot de l'équipe de basket du lycée et doté d'une assurance naturelle qui découlait du fait de n'avoir jamais eu à douter de sa place dans le monde. Son blouson de l'équipe universitaire recouvrait de larges épaules, et ses cheveux impeccablement coiffés captaient la lumière tandis qu'il trônait à côté de la vitrine d'exposition. Regardez ce qui s'est traîné hors de dessous une pierre. La voix de Jean résonna dans le couloir, obligeant plusieurs élèves à se retourner et à fixer. Ses 2 fidèles acolytes, Kevin Dupont et Étienne Boulanger, l'entouraient comme des chiens fidèles. Kevin, avec son sourire narquois constant et ses baskets hors de prix, était issu d'un héritage aisé de Sacramento. Étienne, plus costaud et plus agressif, servait de muscle à Jean lorsque les mots s'avéraient insuffisants. Les doigts de Béatrice se crispèrent autour de ses cahiers, tandis qu'elle accélérait le pas. Mais les longues enjambées de Jean réduisirent rapidement l'écart. « Hé, je te parle, fourmi !» cria-t-il, employant le surnom qui la suivait depuis sa première semaine. Le couloir sembla diminuer de volume, tandis que les autres élèves détectaient la dynamique familière sur le point de se dérouler. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'aller en cours », murmura Béatrice, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant. Elle tripota son cadenas à chiffres, ses doigts tremblant légèrement, tandis que Jean se positionnait directement derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son après-rasage. « C'est quoi le code ?» intervint Kevin, sa voix dégoulinant d'une politesse feinte. « Allez, fourmi, utilise ton savoir-vivre. » La sonnerie retentit, signalant 5 minutes avant le début du premier cours. Mais le trio ne montrait aucun signe de vouloir bouger. Les autres élèves les contournaient comme l'eau contourne des rochers, certains jetant des coups d'œil furtifs, mais aucun assez courageux pour intervenir. Béatrice avait remarqué que les professeurs étaient rarement témoins de ces incidents, et quand ils l'étaient, ils les ignoraient souvent en les considérant comme des interactions adolescentes classiques. « J'ai dit s'il vous plaît », négocia Béatrice, finissant par déverrouiller son casier. Elle saisit rapidement son manuel de physique et claqua la porte métallique, mais la main de Jean se tendit pour l'intercepter. « C'est mieux comme ça », dit-il avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Tu vois, tu peux être poli quand tu essaies. » Il relâcha le casier et Béatrice s'éloigna précipitamment, sentant le poids de dizaines de regards suivre sa retraite. Ce schéma se reproduisait quotidiennement à divers endroits, dans tout le lycée Evergreen Valley. À la cantine, Jean la bousculait involontairement, en voyant son repas soigneusement préparé s'éparpiller sur le sol. L'immense espace, avec ses longs comptoirs et son éclairage artificiel, se transformait en une scène d'humiliation publique, tandis que des centaines d'élèves la regardaient se démener pour ramasser les aliments renversés, pendant que Jean et ses compagnons gloussaient. Le personnel de nettoyage hochait la tête avec empathie, mais ne fournissait aucune aide substantielle au-delà de lui tendre des serviettes en papier supplémentaires. La bibliothèque, habituellement le refuge de Béatrice,
devint un autre champ de bataille lorsque Jean découvrit son habitude de déjeuner seul au milieu des étagères. Il s'installait à un comptoir proche avec ses compagnons, parlant juste assez fort pour qu'elle entende leurs commentaires cruels concernant son apparence, son accent, ses vêtements. La bibliothécaire, Madame Dubois, semblait perpétuellement préoccupée par son écran d'ordinateur, ne remarquant jamais la guerre psychologique se déroulant à quelques mètres de là. Même l'atelier d'art, où Béatrice passait ses heures libres à travailler sur des dessins, n'était pas sûr. Jean y entrait en se pavanant avec sa petite amie, Chloé Roux, une rousse menue qui participait à la cruauté avec des rires enthousiastes. Il s'attardait au-dessus de l'épaule de Béatrice, faisant des remarques audibles concernant ses créations, tandis qu'elle s'efforçait de se concentrer sur son travail. Le rire aigu de Chloé sonnait comme des ongles sur un tableau noir lorsqu'elle soulignait les imperfections perçues dans la technique artistique de Béatrice. Ce que personne ne réalisait, c'est que les doigts apparemment fragiles de Béatrice recelaient des secrets. De retour en Oregon, son grand-père avait été un entraîneur respecté dans les arts martiaux coréens traditionnels, se concentrant spécifiquement sur les manœuvres de combat rapprochées transmises à travers les époques de sa lignée. Chaque été depuis l'âge de 9 ans, Béatrice s'était entraînée avec lui dans son dojo de jardin, acquérant non seulement des techniques physiques, mais aussi la maîtrise de soi mentale, qui accompagnait la véritable maîtrise des arts martiaux. L'arme suprême d'un guerrier est l'endurance, son grand-père lui avait enseigné, ses doigts burinés la guidant à travers des mouvements de défense complexes. Le chien qui aboie le plus fort n'a pas toujours la morsure la plus forte, Kérida. Patiente, observe, et quand le moment viendra, agit avec précision. Ces principes résonnaient dans l'esprit de Béatrice chaque fois que Jean la bousculait dans le couloir ou que Kevin faisait tomber ses livres de ses mains. Elle aurait pu facilement se défendre, aurait pu démontrer des techniques qui auraient laissé ses bourreaux stupéfaits et humiliés. Mais son grand-père lui avait aussi enseigné la modération, avait souligné que la véritable force découlait du choix judicieux de ses combats. Rétorquer ne ferait qu'aggraver la situation, risquant de lui valoir une suspension ou une expulsion d'un autre établissement. Le harcèlement continua de s'intensifier à mesure que l'automne avançait. Jean semblait interpréter son absence de réaction comme de la faiblesse, repoussant les limites avec une audace croissante. Lors d'un déjeuner particulièrement bondé, il s'approcha de son comptoir avec un pot de yaourt à la fraise à la main. « Oups !» dit-il bruyamment, versant intentionnellement le contenu sur son sandwich soigneusement préparé. Le liquide froid imbiba son sac à déjeuner et atterrit sur ses genoux, tachant son pantalon préféré. La cantine éclata de rire tandis que les élèves sortaient de leur téléphone pour immortaliser l'instant. Béatrice resta figée, l'humiliation brûlant ses joues, tandis que le yaourt à la fraise coulait sur le sol. « Nettoie tes dégâts, fourmi », ajouta Étienne, jetant une poignée de mouchoirs en papier à ses pieds. « Certains d'entre nous essaient de manger ici. » Le trio de jeunes s'éloigna en se tapant dans la main tandis que Béatrice commençait mécaniquement à nettoyer le désordre collant. Quelques élèves au comptoir proche regardaient avec un mélange de sympathie et de soulagement de ne pas être la cible. Personne n'offrit d'aide, et au moment où elle avait tout nettoyé, le déjeuner était presque terminé. Ce soir-là, Béatrice était assise dans sa petite chambre, regardant une photo de son grand-père. Ses parents faisaient des heures supplémentaires ces derniers temps, inconscients du harcèlement quotidien que leur fille subissait. Sa mère s'enquérait de sa journée lors de dîners précipités, mais Béatrice était devenue experte pour esquiver avec des réponses génériques concernant les cours et les devoirs. Elle ne pouvait pas les accabler de ses problèmes alors qu'ils étaient déjà stressés par les factures et l'adaptation à leur nouvelle vie à Sacramento. Le véritable point de rupture arriva 3 semaines plus tard, par un matin frais de novembre où la brise désertique apportait les premières senteurs de l'hiver. Béatrice se rendait à son cours de création littéraire de 2e heure lorsqu'elle remarqua Chloé Roux, postée près de la fontaine, semblant inhabituellement inquiète. Chloé n'avait jamais été particulièrement cruelle de son propre chef, se contentant généralement de rire aux blagues de Jean,
mais quelque chose dans sa posture impliquait un danger. « Béatrice, attends !» appela Chloé, sa voix inhabituellement douce. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Béatrice s'arrêta, immédiatement méfiante. Chloé ne lui avait jamais parlé directement auparavant, et sa soudaine amabilité ressemblait à un piège. « Qu'est-ce qu'il y a ? Jean prépare quelque chose de gros pour aujourd'hui, » chuchota Chloé, jetant des coups d'œil anxieux autour d'elle. « Il en parle depuis toute la semaine. Je suppose que tu devrais être très prudente. » Avant que Béatrice puisse répondre, Chloé s'éloigna précipitamment, la laissant poster seule près de la fontaine avec un sentiment de crainte croissant. La matinée passa dans un flou d'attente anxieuse. Chaque fois qu'elle apercevait Jean ou ses compagnons dans le couloir, son rythme cardiaque s'accélérait. Pendant le déjeuner, elle les remarqua regroupés à leur table habituelle, jetant sporadiquement des regards dans sa direction avec des expressions qui lui tordaient l'estomac. L'attaque arriva pendant la récréation de l'après-midi, dans la cour bondée où les élèves se rassemblaient entre les cours. Béatrice était assise seule sur un banc en béton, révisant ses notes pour son prochain cours, lorsque Jean s'approcha avec sa démarche arrogante habituelle. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Son expression recelait une anticipation cruelle qui lui fit froid dans le dos, et Kevin filmait ouvertement avec son téléphone. « Et tout le monde !» cria Jean bruyamment, sa voix portant à travers la cour. « Venez voir ça, la fourmi nous cachait quelque chose. » Les élèves commencèrent à se rassembler autour, sentant le drame. Béatrice essaya de se lever et de partir, mais Étienne bloqua sa trajectoire, tandis que Kevin continuait d'enregistrer. Jean se posta directement devant elle, son sourire prédateur. « Tu sais ce que j'ai entendu dire ?» continua Jean, sa voix assez forte pour que la foule grandissante puisse l'entendre. « J'ai entendu dire que les fourmis comme toi aiment porter des sous-vêtements spéciaux. Tu veux montrer à tout le monde ?» Les mots frappèrent Béatrice comme un coup physique. Elle serra ses manuels plus fort, ses jointures devenant blanches. « Laissez-moi tranquille », dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne le pensait. « Oh, elle parle », gloussa Kevin, gardant son téléphone pointé sur son visage. « Allez, fourmi, n'aie pas peur, on est tous amis ici. » Ce qui se passa ensuite serait gravé dans la mémoire de Béatrice à jamais. Jean fouilla dans sa poche et sortit une petite paire de ciseaux du genre utilisé dans l'atelier d'art. La foule haleta lorsqu'il saisit l'ourlet de son simple jean noir et, avant que quiconque puisse réagir, fit une incision rapide à travers le tissu. Le bruit du tissu déchiré fut suivi d'un silence stupéfié. Béatrice baissa les yeux avec horreur lorsqu'une longue bande de son jean tomba au sol, laissant ses jambes exposées. La foule éclata dans un mélange de halètements, de rires nerveux et de clics d'appareils photo. Jean brandit la bande de tissu comme un trophée, souriant au chaos qu'il avait créé. « Beaucoup mieux », proclama-t-il à son public. « Maintenant, tout le monde peut voir ce qu'on a à faire. » L'humiliation était complète et dévastatrice. Béatrice resta figée, tout son corps tremblant de rage et d'embarras. Les élèves continuaient de filmer, certains gloussant, d'autres semblant mal à l'aise, mais ne faisant rien pour offrir de l'aide. Elle pouvait entendre des murmures et des ricanements de toutes les directions, pouvait sentir le poids de dizaines de regards sur ses jambes dénudées. Mais dans cet instant de dégradation complète, quelque chose de fondamental changea à l'intérieur de Béatrice. La voix douce et soumise qu'il avait maintenue passive pendant des mois fut soudainement étouffée par une autre voix, la voix de son grand-père, forte et claire. « Quand la diplomatie échoue, Kérida, un guerrier doit agir. » Le changement fut subtil au début. Les tremblements de Béatrice cessèrent, sa respiration devint contrôlée et régulière. Elle leva lentement les yeux de son jean déchiré pour rencontrer le regard triomphant de Jean. Ce qu'il y vit fit légèrement vaciller son sourire. L'expression effrayée et impuissante à laquelle il s'était habitué avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de froid et calculateur qui lui fit faire un pas involontaire en arrière. « Tu as fait une erreur », dit Béatrice doucement, sa voix portant clairement dans le silence soudain.
La foule se pencha en avant, sentant que quelque chose avait changé, mais ne comprenant pas tout à fait quoi. Jean reprit son sang-froid et gloussa, mais cela sonna forcé. « Ah bon? Et qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet, fourmi, rentrer à la maison chez maman ?» Au lieu de répondre, Béatrice posa doucement ses manuels sur le banc. Le simple geste sembla d'une certaine manière chargé de signification. Elle se leva lentement, ses yeux noisettes ne quittant jamais le visage de Jean. La foule se pressa davantage. Les téléphones continuaient d'enregistrer, attendant son prochain mouvement. « Je compte t'apprendre le respect, » dit-elle, sa voix toujours calme, mais portant une autorité qui fit échanger des regards inquiets à plusieurs élèves dans la foule. Kevin gloussa nerveusement. « Mec, la fourmi croit qu'elle est forte maintenant. Ça devient intéressant. » Mais Jean ne riait plus. Quelque chose dans la posture de Béatrice avait changé, quelque chose qui déclencha une alarme primitive dans son cerveau. Elle se tenait différemment maintenant, équilibrée et prête, plus la posture voûtée et protectrice d'une victime. Ses mains pendaient mollement à ses côtés, mais il y avait une tension dans ses muscles qui impliquait une force contenue. « Tu veux jouer à des jeux ?»« Swing !» dit Jean, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Très bien, jouons !» Il tendit la main pour saisir son épaule, le même geste désinvolte qu'il avait utilisé pour l'intimider d'innombrables fois auparavant. Mais cette fois, Béatrice était prête. L'entraînement de son grand-père s'activa avec une précision de mémoire musculaire. Elle fit un pas léger sur le côté, sa main gauche se levant pour dévier son bras, tandis que sa main droite jaillissait en un coup rapide comme l'éclair vers son plexus solaire. L'impact chassa l'air des poumons de Jean dans un sifflement. Il se plia en deux, haletant, son visage devenant rouge alors qu'il luttait pour respirer. La foule éclata en exclamations stupéfaites lorsque leur chef apparemment invincible fut mis à genoux par un seul coup de la fille qu'ils avaient rejetée comme inoffensive. « Jean !» hurla Chloé, se précipitant en avant, mais Étienne la retint en arrière, son propre visage pâle de choc. Kevin laissa tomber son téléphone et se jeta sur Béatrice, mais elle était déjà en mouvement. Des années d'entraînement avec son grand-père lui avaient appris à percevoir les attaques avant qu'elles ne se concrétisent complètement. Elle esquiva le coup sauvage de Kevin et saisit son bras tendu, utilisant son propre élan pour l'envoyer s'étaler dans la poubelle proche. La poubelle métallique bascula avec fracas, déversant des ordures sur le béton tandis que Kevin atterrissait durement sur le dos. Étienne hésita, jetant un coup d'œil entre ses compagnons tombés et la fille mince qui venait de les démanteler avec une efficacité désinvolte. « Espèce de folle !» grogna-t-il, ramenant son poing en arrière pour un coup de poing de forain. Béatrice ne scia même pas. Elle attendit qu'il soit engagé dans l'attaque, puis entra dans sa portée et enfonça son coude vers le haut dans ses côtes. Le coup fut précis et dévastateur, ciblant le faisceau nerveux sensible que son grand-père lui avait appris à trouver. Les yeux d'Étienne roulèrent en arrière, alors que la douleur traversait son torse, et il s'effondra au sol, se tenant le côté. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Jean était toujours à genoux, haletant pour respirer. Kevin luttait pour se dégager de la poubelle renversée, des pots de bananes et des emballages alimentaires collant à ses vêtements coûteux. Étienne gisait recroquevillé en boule, gémissant doucement alors qu'il essayait de traiter la douleur dans ses côtes. La foule resta dans un silence stupéfait. Les téléphones continuaient d'enregistrer mais ne riaient plus. De nombreux élèves semblaient choqués, certains impressionnés, d'autres légèrement effrayés. La dynamique qu'ils avaient acceptée comme un ordre naturel, Jean et ses compagnons au sommet, Béatrice au nadir, avait été complètement brisée en l'espace d'une demi-minute. Béatrice se tenait au-dessus de Jean, sa respiration régulière et contrôlée. Elle aurait pu profiter de son avantage, aurait pu porter le genre de coup de grâce dévastateur qui l'aurait laissé inconscient, ou pire. Son grand-père lui avait appris des techniques qui pouvaient mettre fin à un combat de façon permanente. Mais elle entendait aussi sa voix lui rappelant la modération, la différence entre la justice et la vengeance. « Tu aurais pu être aimable », dit-elle doucement, sa voix portant dans le silence absolu de la cour.
Tu aurais pu simplement me laisser tranquille. Au lieu de cela, tu as choisi de m'humilier devant tout le monde. » Jean finit par réussir à reprendre son souffle suffisamment pour lever les yeux vers elle. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient ébouriffés, son blouson de l'équipe universitaire froissé, son visage rouge d'effort et d'embarras. Pour la première fois de sa vie, il levait les yeux sur quelqu'un qu'il avait considéré comme inférieur à lui. « Je suis désolé », haleta-t-il, les mots semblant le surprendre autant que tout le monde. « Je ne savais pas que tu pouvais. » Rétorqué. « Component placement », termina Béatrice. « C'est le problème avec les brutes, Jean. Vous confondez l'amabilité avec la faiblesse. Vous supposez que le silence signifie l'impuissance, mais certains d'entre nous choisissent leur combat au lieu de les initier. » Elle s'agenouilla à côté de lui, sa voix baissante à un murmure que lui seul pouvait entendre. « C'est fini maintenant. Plus de jeu, plus d'accidents, plus d'humiliation. Si toi ou tes compagnons vous approchez de moi à nouveau, je ne serai pas aussi douce la prochaine fois. » Jean hocha la tête rapidement, ses yeux grands ouverts avec un mélange de peur et de respect nouveau. Autour d'eux, la foule commença à murmurer à mesure que le choc s'estompait. Certains élèves téléchargeaient déjà des vidéos sur les réseaux sociaux, les images étant destinées à se répandre dans tout le lycée en quelques heures. Béatrice se leva et se dirigea vers l'endroit où Kevin luttait toujours avec la poubelle. Elle tendit la main pour lui offrir de l'aide, un geste qui surprit tout le monde, y compris Kevin lui-même. Après un moment d'hésitation, il saisit sa main et la laissa le tirer sur ses pieds. « Nettoie-toi », dit-elle simplement, « et réfléchis au genre de personne que tu veux être. » Kevin hocha la tête en silence, brossant des restes de nourriture de sa chemise. L'arrogance qui avait défini sa personnalité pendant des années semblait s'être complètement évaporée. Il jeta un coup d'œil autour de lui à la foule d'élèves, dont beaucoup le regardaient avec des expressions allant de la pitié au dégoût, et sembla se ratatiner sur lui-même. Étienne était toujours au sol, mais il ne gémissait plus. Il leva les yeux vers Béatrice avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?»« Swing » demanda-t-il sa voix rauque. « Mon grand-père » répondit Béatrice simplement. « Il m'a appris que la force ne consiste pas à blesser les gens. Il s'agit de se protéger et de protéger les autres. » Elle retourna vers le banc où elle avait laissé ses manuels, la foule s'écartant devant elle comme la mer Rouge. En ramassant ses affaires, elle remarqua Chloé postée à proximité, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée, » chuchota Chloé. « J'aurais dû faire plus pour les arrêter, j'aurais dû être plus courageuse. » Béatrice la regarda pendant un moment, puis hocha la tête. « Nous faisons tous des choix, Chloé. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons ensuite. » La sonnerie retentit, signalant la fin de la récréation, mais personne ne bougea. La cour resta figée dans le temps, tout le monde traitant encore ce qu'ils avaient vu. Finalement, Béatrice ramassa ses manuels et se dirigea vers le bâtiment, son jean déchiré oublié dans le sillage de tout ce qui s'était passé. En marchant, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna pour voir un groupe d'élèves la suivre, y compris plusieurs qui ne lui avaient jamais parlé auparavant. Parmi eux se trouvait Zachary Dubois, un garçon discret de son cours de physique qui avait toujours été aimable mais jamais assez courageux pour la défendre lorsqu'elle était harcelée. « C'était incroyable », dit Zachary, sa voix pleine d'admiration. « Je veux dire, la façon dont tu les as gérés, je n'ai jamais rien vu de tel. » Béatrice sourit, le premier sourire sincère qu'elle avait porté depuis des mois. « Mon grand-père disait toujours que les brutes n'ont de pouvoir que si tu le leur donnes. Aujourd'hui, j'ai choisi de reprendre le mien. » La nouvelle de la confrontation se répandit comme une traînée de poudre dans tout le lycée Evergreen Valley. À la fin de la journée, tout le monde connaissait l'histoire de la façon dont la discrète Béatrice Castille avait vaincu à elle seule les brutes les plus notoires du lycée. Les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, montrant Jean haletant pour respirer, Kevin recouvert d'ordures et Étienne se tordant au sol,
tandis que la fille qu'ils avaient tourmentée se tenait calmement au-dessus d'eux. La réaction fut massivement positive. Les élèves qui avaient regardé le harcèlement pendant des mois sans intervenir se manifestèrent maintenant pour exprimer leur soutien. Les professeurs, soudain conscients de ce qui se passait sous leur nez, commencèrent à prêter plus d'attention à la dynamique dans leurs classes et leurs couloirs. Le proviseur Lemaire convoqua Béatrice dans son bureau le lendemain matin, s'attendant à traiter un problème de discipline. Au lieu de cela, il se retrouva face à une jeune femme posée et sûre d'elle qui expliqua calmement les mois de harcèlement qu'elle avait endurés et sa décision de finalement se défendre. Les images de surveillance de la cour corroboraient son récit, et plusieurs élèves se manifestèrent comme témoins du schéma de harcèlement. « Je ne cautionne pas la violence, » dit le proviseur Lemaire avec prudence, « mais je comprends que vous vous défendiez. Cependant, je dois m'assurer que cela ne se reproduira plus. »« Cela ne se reproduira pas, » répondit Béatrice avec assurance, « tant que personne ne m'oblige pas à me défendre à nouveau. » Jean, Kevin et Étienne firent face à une suspension et furent obligés de participer à des séances de conseil sur le harcèlement et le respect. L'entraîneur de basket, choqué par le comportement de son joueur vedette, instaura de nouvelles règles d'équipe concernant le comportement et l'esprit sportif. Les parents de Jean, mortifiés par les actions de leur fils, le privèrent de sortie pendant des mois et l'inscrivirent à des cours de gestion de la colère. La transformation de la dynamique sociale du lycée fut remarquable. Les élèves qui avaient auparavant été victimes de harcèlement découvrirent une nouvelle confiance en eux, inspirée par l'exemple de Béatrice. La culture de soumission silencieuse qui avait permis au harcèlement de prospérer commença à s'effondrer à mesure que davantage de personnes s'exprimaient et intervenaient lorsqu'elles étaient témoins d'un traitement injuste. Béatrice se retrouva entourée de nouveaux amis et admirateurs. Zacharie Dubois, en particulier, devint un ami proche, attiré par sa force tranquille et sa gentillesse authentique. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond alors qu'ils découvraient des intérêts communs dans l'art, les livres et la justice sociale. « Tu as tout changé », lui dit Zacharie un après-midi alors qu'ils étaient assis à la bibliothèque travaillant sur un projet ensemble. « Non seulement pour toi, mais pour tout le monde. Les gens n'ont plus peur de se défendre. » Béatrice sourit, pensant aux leçons de son grand-père concernant les effets d'entraînement et le pouvoir de l'action individuelle. Parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse d'être une victime, mais le véritable changement vient de chacun décidant d'être meilleur. La bibliothèque, autrefois un lieu où elle s'était cachée de ses bourreaux, était devenue un lieu de rassemblement pour les élèves qui partageaient ses valeurs de respect et de gentillesse. Madame Dubois, la bibliothécaire, avait remarqué le changement et commenté à quel point le corps étudiant était devenu plus collaboratif et solidaire. Même Chloé Roux approcha Béatrice quelques semaines plus tard, lui demandant si elle pouvait parler. La rousse, qui avait autrefois ri de son humiliation, semblait maintenant sincèrement repentante. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » dit Chloé, sa voix tremblant. « Mais je veux que tu saches que j'ai honte de la façon dont j'ai agi. Tu ne méritais rien de tout ça. » Béatrice considéra ces mots attentivement. « Nous faisons tous des erreurs, Chloé. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons et de faire mieux. » Chloé hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, au choix que nous faisons. Je veux être meilleur. Je veux offrir de l'aide, au lieu de faire du mal. » Fidèle à sa parole, Chloé devint une militante contre le harcèlement, utilisant son influence sociale pour promouvoir la gentillesse et l'inclusion. Elle organisa des campagnes de sensibilisation et des groupes de soutien pour les élèves qui avaient subi du harcèlement. Au fur et à mesure que le semestre avançait, Béatrice remarqua que Jean avait vraiment changé. L'arrogance et l'humour cruel avaient disparu. Il traversait les couloirs tranquillement, n'étant plus entouré de son entourage habituel. Ses notes s'améliorèrent à mesure qu'il se concentrait sur les études plutôt que sur la domination sociale.
Lors d'une rencontre fortuite dans le couloir, il s'arrêta et la regarda avec un respect sincère. « Je te dois des excuses, » dit-il doucement. « De vraies excuses. Ce que je t'ai fait était mal et je suis désolé. Tu avais tout à fait le droit de te défendre. » Béatrice étudia son visage, cherchant des signes d'insincérité, mais n'en trouva aucun. « Excuse acceptée, Jean. J'espère que tu as appris quelque chose de tout ça. »« J'ai appris, » répondit-il, « plus que je ne pensais possible. » L'incident avait enseigné à toutes les personnes impliquées des leçons importantes sur le pouvoir, le respect et le courage de se défendre pour ce qui est juste. La volonté de Béatrice de se défendre avait non seulement mis fin à son propre harcèlement, mais avait inspiré des changements positifs dans toute la communauté du lycée. Alors qu'elle traversait les couloirs du lycée Evergreen Valley, non plus invisible, mais respectée et valorisée, Béatrice portait avec elle les enseignements de son grand-père. Elle avait appris que la véritable force ne consistait pas à vaincre les autres, mais à avoir le courage de se défendre et de défendre les autres quand cela comptait le plus. La fille discrète qui avait autrefois essayé de se fondre dans le décor s'était transformée en un leader, non pas par l'agression ou la domination, mais par le simple fait de refuser d'être une victime. Son histoire devint une légende au lycée Evergreen Valley, un rappel que parfois la force la plus puissante au monde est une personne qui décide qu'elle en a assez et choisit de se battre avec dignité, courage et honneur.